Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On est en direct du FIBD d'Angoulême, en tout cas quand on enregistre, bien sûr, quand vous nous écouterez, vous ne serez pas en direct d'Angoulême, mais c'est pas grave, c'est le format Super Friends en live avec des auteurs de BD qui sont trop cool. C'est pas du comics, mais vous savez que c'est de la BD de genre qu'on apprécie également. On a l'honneur de recevoir aujourd'hui Boulet et Hassan pour la bande dessinée Bolshoi Arena, 3 tomes, disponible chez Delcourt. Bonjour les copains. Bonjour. Eh bien, bonjour Arnaud. Enchanté. Il a dit qu'on était fun, alors maintenant j'essaie de faire une grosse voix et d'être... Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Ils ont dit bonjour et bien sûr il y a Corentin avec nous. Bonjour Corentin. Salut. Et donc voilà, on est vraiment super content de vous recevoir. On avait déjà traité, pour ceux et ceux qui nous écoutent, vous le savez, on avait déjà traité de Bolshoi Arena dans notre format Back Issues. Et donc là on profite de la présence des deux auteurs sur le FIBD pour pouvoir discuter avec eux de cette bande dessinée qui mêle science-fiction et technologie et on va dire pas mal de thématiques sociétales et philosophiques, j'ai envie de dire. Et avant toute chose, vu que c'est la première fois que vous venez dans le podcast, après des mois nous avoir demandé à venir, bien entendu. Oh, on a pleuré. Non, en fait, voilà, si vous pouvez juste un petit peu vous présenter de façon très sommaire, histoire que les gens puissent se situer si jamais ils ne vous connaissent pas. Donc Boulet, on commence par toi. Ok, je m'appelle Boulet. Je suis... Déjà, ça commence bien. Auteur de BD, dessinateur, scénariste, milliardaire, playboy, amoureux avant tout de la vie, des expériences, des découvertes. J'ai commencé ma carrière dans la jeunesse, donc il y a quelques années, je travaillais pour le magazine Cho et je dessinais des BD pour enfants qui passaient à côté de Titeuf. Après, j'ai repris une série de SF, de fantasy qui s'appelle Donjon, créée par Johannes Farr et Lewis Trondheim. Et j'ai surtout été connu aux alentours de 2010 pour un blog BD qui s'appelait bouletcorp.com, où je faisais de l'autobiographie rigolote, et ça a duré pendant plus de 15 ans. Et ça a donné 11 tomes d'une série qui s'appelle Notes chez Delcourt. Et un jour, j'avais cette histoire qui traînait de science-fiction dans mes cartons. Et j'ai décidé d'aider un jeune à s'extraire du caniveau dans lequel il croupissait. Et j'ai tendu la main à quelqu'un qui en avait besoin à ce moment-là. Et une belle collaboration est née. C'est ta version de l'histoire aussi Oh là là, il oublie le cran d'arrêt qu'il a pointé sous ma gorge pour que j'accepte. Si tu veux vivre, dessine pour moi, il m'a dit. Donc j'étais obligé d'accepter. C'est quand même une drôle façon de tendre la main. C'était un électrochoc salutaire pour lui. Oui, voilà. D'accord, est-ce que tu peux juste te présenter un tout petit peu? Alors moi, je suis Hassan, pseudonyme. Mon vrai prénom, c'est Léopold. Hassan comme le fleuve, qui coule à Paris, ville d'où je suis originaire. Désormais, j'habite à Nantes, plus belle ville de Loire-Atlantique. C'est vrai. Je suis auteur de bande dessinée, illustrateur et professeur dans une école aussi où j'enseigne la bande dessinée et le storyboard. Moi, j'ai publié ma première bande dessinée en 2010. C'était le premier prix d'un concours de blog que j'ai remporté. Et le premier prix, c'était de faire une bande dessinée. Donc ça m'a donné un coup de pied aux fesses pour que je devienne enfin auteur. Le destin m'a dit vas-y. Donc voilà, j'en ai fait une autre, puis une autre, et après j'ai rencontré Boulet. Je le connaissais déjà d'avant, mais il vous a raconté la menace. Voilà. Mais est-ce qu'on peut avoir la vraie version de l'histoire sans le cran d'arrêt? C'est du coup votre rencontre, ça se fait comment pour de vrai? La vraie version de l'histoire, elle est extrêmement ennuyeuse. C'est que on se connaissait des blogs, on avait des amis en commun. On se croisait de temps en temps dans des soirées. J'avais déjà vu les dessins de Léo. Je t'avais même réclamé un JPEG pour pouvoir l'imprimer chez moi. Donc voilà. Moi, je cherchais un dessinateur pour cette bande dessinée. Et j'ai vu le dessin imprimé chez moi. Je me suis dit, ce mec-là, c'est le meilleur. Je vais lui demander à lui. Voilà. C'est vrai que c'est très... Ça, c'est une belle version. Ouais. Du coup, Bolshoi Arena, comment toi, l'idée, elle te vient? Parce qu'on voit beaucoup de trucs qui sont très d'actualité. Le métavers, la réalité virtuelle, même quelque part la crypto-monnaie, la blockchain, etc. Ouais, on place des termes ici. Comment toi, tu as eu cette idée-là, justement? Qu'est-ce que tu voulais raconter avec? Moi, au départ, je pense que Bolshoi Arena, d'accord, okay. C'était une idée qui me tournait un peu dans la tête.
j'avais depuis très longtemps envie de parler d'astrophysique, d'astronomie, d'exploration spatiale. J'avais envie de faire de la SF, mais il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été faites en SF et je voulais pas être un énième couillon à dessiner une histoire. Dans un futur lointain, les gens explorent le système solaire. J'avais envie d'un truc un peu concret, auquel je puisse croire un peu. Et c'est venu d'une énorme désillusion. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'étais persuadé que adulte, la technologie aurait tellement évolué que je serais à 40 ans dans une fusée pour Mars. Et en fait, ça n'arrivera pas de mon vivant, probablement. Et probablement pas du vivant de mes enfants. Et probablement... Et on peut l'espérer du vivant de mes petits-enfants, mais je ne sais pas. Mais toujours est-il que j'avais cette espèce de deuil de l'exploration spatiale. Et là, récemment, il y a eu des progrès monstrueux qui ont été faits dans les jeux vidéo et dans la réalité virtuelle. Tout à coup, il y a eu une nouvelle hype pour les lunettes de VR. Et à côté de ça, il y a des jeux procéduraux qui maintenant créent des univers où t'as même pas besoin de les programmer caillou par caillou, quoi. Ça se fait tout seul quasiment, avec des équations mathématiques. Et ça m'a donné cette espèce d'idée bizarre. Je me suis dit, si ça se trouve, avant ma mort, maintenant, je vais pouvoir explorer le cosmos, mais ça sera de manière virtuelle, avec un casque sur les yeux. Et j'étais en train d'avoir ces pensées extrêmement profondes, je pense que vous en conviendrez. J'étais assis à mon bureau en train de miner du charbon dans Minecraft, et je pensais à ça. Et puis et j'ai vraiment eu cette espèce d'expérience zen où je jouais à Minecraft et l'idée commençait à prendre forme et j'avais pas mal de petits jeux procéduraux comme ça. C'était au moment où on attendait avec impatience No Man's Sky qui était pas encore sorti et qui a été en ce qui me concerne une énorme déception. Ne m'écrivez pas pour m'en parler. Mais il y avait un petit jeu d'une boîte chinoise que j'aimais bien. J'y ai rejoué, il est un peu lent, hein. Je vais pas le recommander à proprement parler, mais à l'époque, moi, je l'avais beaucoup aimé, qui s'appelait Planet Explorers, où on joue le rôle, on incarne un personnage qui s'écrase sur une planète inconnue et qui doit commencer à regrouper des survivants et à bâtir une civilisation. Et tout ça, ça fait une espèce de mix dans ma tête, et j'ai commencé à écrire Bolshoi. Okay. Il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé aussi un peu à EVE Online, le MMO spatial, où pareil, il y a énormément de composantes sur le capitalisme vidéoludique, on va dire, et comment en fait tu vas jouer pour faire du farming et de l'échange de ressources plutôt que pour explorer l'espace, justement. Bah, on m'a beaucoup cité EVE Online et Star Citizen aussi, et c'est des jeux auxquels j'ai pas joué, mais parce que ils me font un peu peur dans le sens où je pense que si je commence à y jouer, je vais m'y perdre complètement et jamais en sortir. Donc c'est vraiment un engrenage dans lequel j'ai pas voulu mettre le doigt, parce que en termes d'addiction à des jeux vidéo, ça peut être assez violent en ce qui me concerne. Pour vous donner une idée, je joue encore à Pokémon Go. Et, tu vois, c'est pour te dire à quel point un jeu peut me capter. Je joue encore à Cookie Clicker et à Pokémon Go. Donc je me méfie des jeux qui sont infinis comme ça. Ouais. Et toi, du coup, Hassen, quand ça se met en route avec Boulet, Oui. il te donne une charte graphique, il te donne des directions ou... Un petit peu. En fait, il me fournit un storyboard complet de toute l'histoire. Donc une version Bolshoi dessinée par Boulet dans son carnet, avec plein de petits traits. Donc il y a les designs, il y a tout, hein, c'est pas des bonhommes patates. Et pour certains personnages et certains vaisseaux, il tient au design précis. Donc il me donne une charte que je dois respecter au mieux. Et pour le reste, il me laisse inventer ou me réapproprier les personnages et les designs aussi. Donc je suis assez libre pour ça. Ouais, du coup, toi, t'as mis quelles influences personnelles du coup là-dedans? Parce que pareil, au niveau comparaison, on a vu un peu un style qui fait plutôt manga, Oui. plutôt manga années 80, années 80-90. On Oui. a cité hors micro tout à l'heure, du coup, Albator, apparemment, ou le Vegeta de Albator. Les Chevaliers du Zodiaque, un peu Akira aussi. C'est tout ça. En fait, moi, mes influences, elles sont pas SF. Elles sont juste graphiques, en fait. Donc, je pense que si j'avais eu un autre projet, pas du tout SF, j'aurais dessiné pareil. J'ai aucune culture SF digne de ce nom, à part Star Wars quand ça passe à la télé. Donc voilà, ça s'arrête là, grosso modo. Moi, c'est vraiment le dessin qui m'inspire et qui me fait vivre, au sens propre comme au sens figuré. Et du coup, effectivement, moi, j'ai vu Akira au cinéma quand j'étais petit, alors que j'avais pas le droit, mais l'ouvreuse était je m'en foutiste, donc j'ai pu quand même le voir. Ça m'a traumatisé un petit peu, plus tous les dessins animés qui passaient à la télé. Donc voilà, je retransmets tout ça. Je suis comme une espèce de courroie qui entre mes influences et ma main. Je reproduis ce que j'ai aimé bêtement, en fait, tout simplement.
Et pourtant, au niveau du travail de design sur les vaisseaux, sur les bases, sur cet environnement en fait stellaire qui est très crédible et qui est même qui est très architecturé en fait, on voit quand même qu'il y a une sorte de logique et de cohérence graphique en termes de bestiaire, de bestiaire mécanique, on va dire. Et tu dis que t'es pas un fan de SF à proprement parler. Non, enfin, je suis fan par exemple, de Masamune Shirow, qui a fait beaucoup de SF ou de post-apo. Et donc, c'est mon biais vers la SF, en fait. Il est visuel, il est pas théorique. Donc, je vais essayer de faire comme Shirow, quoi. Donc, je vois comment il fait un vaisseau, je vois comment il arrive à avoir un dessin hyper souple, tout en faisant des structures hyper lourdes. Comment il arrive à humaniser un robot, par exemple, en lui faisant retranscrire des émotions de par son design, alors qu'il n'a pas de visage. Donc c'est tout ça que je vais lire, analyser inconsciemment, presque, consciemment et inconsciemment, et que je vais essayer que je vole en fait, littéralement. J'avoue, je vole et je pille quoi. Donc et d'ailleurs par rapport à ça, quand Otomo est venu à Angoulême il y a 6 ans maintenant, dans une conférence, il disait que pour créer la moto de Kaneda, il avait tout simplement pris la moto de Tron. Et pour pas que ça se voie, il avait mis plein d'autocollants dessus en fait. Donc ça a légitimé le fait que je pille Otomo, donc voilà. Tout ça, c'est une histoire de pillage successif. Et moi, je l'emmerde quelquefois sur des détails très spécifiques. Par exemple, un des trucs auxquels je tenais, c'est que dans le Bolshoi, il n'y ait pas de gravité artificielle. Parce que je trouvais que c'était un pas technologique trop grand. Et je voulais qu'on reste sur, il n'y a pas de la gravité se comporte normalement. Et donc je lui avais dit, par exemple, les bases, quand ils sont sur des bases en orbite, il faut que ça soit des anneaux parce qu'elles vont être en rotation lente pour simuler une gravité. Et il faut que les personnages soient debout sur l'extérieur, enfin à l'intérieur évidemment de la base, mais sur la coque extérieure en fait. Ils peuvent pas être debout. Près du moyeu, il faut qu'il soit à l'opposé, etc. Alors après c'est vraiment des détails parce que la plupart du temps on n'est pas aussi précis, mais quelquefois comme ça je lui dis alors fais gaffe à ça. Dans le premier tome il m'énervait parce qu'il enlevait, moi je leur avais mis des énormes harnais qui les vraiment collaient à leur fauteuil. Et lui, il les avait enlevés. J'ai dit non, il faut qu'ils aient des ceintures de sécurité. Ils sont dans un vaisseau qui bouge et qui fait des virages à 45 degrés, 90 degrés. Il faut qu'ils soient attachés, sinon ils sont projetés contre. Donc il a fait une concession en leur mettant une petite ceinture de sécurité au niveau de l'estomac. Mais moi vraiment dans mon brouillon elles étaient limite soudées à leur siège quoi. C'est-à-dire que malgré l'imaginaire que tu développes, il y a une base de hard science que tu veux mettre là-dedans. Ah oui, bien sûr, ouais. C'est ça bien sûr. Moi je lui envoie des photos de Jupiter, de Titan, je lui envoie des images satellites et des trucs comme ça. Enfin je lui envoie de la doc à chaque fois quand je tiens à quelque chose, je lui envoie de la doc pour pas qu'il fasse n'importe quoi. Mais c'est ça qui est amusant. Excuse-moi, tu voulais. Non, je disais en fait, il y a toujours un équilibre à trouver entre le crédible et le cool, quoi. C'est-à-dire que moi, effectivement, ma référence de vaisseau, c'était Han Solo qui conduit son vaisseau avec des bottes en cuir et un gilet de cow-boy. Et ils sont pas spécialement méga attachés dans le Falcon Millennium, quoi. Donc voilà. Et visuellement, c'est plus cool. Scénaristiquement, ça fonctionne mieux. Mais c'est vrai que Gilles est très à cheval sur le crédible, quoi. Voilà. En termes de hard science, on va pas se baser sur Star Wars, quoi. Mais... Non, faut pas dire ça. Les explosions dans l'espace, enfin, tu connais. Mais justement, c'est un truc que tu disais, tu t'es inspiré par No Man's Sky, cette espèce de côté un peu fantasque. Alors non, je l'avais pas No Man's Sky. Okay. Le concept de No Man's Sky me plaisait beaucoup, l'idée d'avoir un univers procédural, mais j'y avais pas encore joué quand j'ai commencé. Et là, c'est pas un univers procédural, c'est la reproduction du système solaire jusqu'à un certain point, le point de connaissance qu'on a nous aujourd'hui. Et moi j'ai trouvé, si tu veux, une sorte de parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on est un peu frustré par les avancées de la science, comment les États sont désengagés de la vraie recherche spatiale pour confier ça au privé. Et à l'inverse, justement, des technologies comme le métavers, etc., qui progressent et où on se dit, on va réussir en allant dans un monde virtuel à ne pas réparer le monde réel, en fait. Et je trouve que la BD, il y a une sorte, justement, de commentaire là-dessus, de sorte de frustration, en fait, de se dire, puisqu'on n'ira pas assez vite avec les fusées, créons une sorte de matérialité qui se base tellement sur le réel que c'est troublant, mais qui reste quelque part aussi du virtuel. Il y a ça. Alors, dans mon idée, l'économie du Bolshoi repose sur le fait qu'il est tellement précis que les technologies sont reproductibles dans la vraie vie. Et donc, on donne des indices. Dans le tome 2, on donne des indices sur la précision du Bolshoi, où il découvre une nouvelle planète du système solaire. Alors là, c'est en termes de hard science, je pense que je vais être, à moins d'un gros coup de peau,
au bout d'un moment, on va me dire que je me suis planté, mais il y a une théorie il y a des mouvements observés des planètes à l'extérieur du système solaire, de Uranus, Neptune, Pluton, plus une planète, qui ne sont pas expliqués par la seule présence des autres planètes. Donc on ne sait pas pourquoi ils ont des déformations de leurs orbites, et certains astronomes ont théorisé qu'il y avait encore une planète géante qu'on n'avait pas découverte très loin à l'extérieur du système solaire, du genre une Jupiter froide qui serait vraiment aux confins du système solaire et qui déformerait l'orbite des planètes. Et un des noms proposés a été Tyché, ce qui est la déesse de la discorde. Et donc dans Bolshoi Arena, j'ai mis Tyché. Il découvre dans le monde de Bolshoi, on a découvert Tyché, on sait qu'elle existe. Et quand le premier satellite l'atteint, ils se rendent compte qu'elle est exactement pareille, au nuage près, que sa simulation dans le Bolshoi. Et pour moi, c'était une façon de dire le Bolshoi est une simulation extrêmement précise que même ceux qui l'ont fabriqué ne comprennent pas. C'est-à-dire à quel point ils ne comprennent pas comment. Et c'est des choses qui arrivent avec les intelligences artificielles, avec les mathématiques génétiques. Tu lances une équation, tu obtiens un résultat, le résultat est incroyablement précis, mais tu ne sais pas comment l'ordinateur a fait, parce que l'ordinateur a utilisé plein de systèmes qui dépassent complètement la pensée humaine, qui vont trop vite, etc. Et il y a une espèce de logique que l'ordinateur comprend et que les humains ne comprennent pas, quoi, en gros. Et donc je voulais qu'il y ait ça dans le Bolshoi. Je fais beaucoup trop de digressions. Je vais essayer de revenir à la question principale. Et voilà, l'autre aspect, c'est que dans le tome 3, on le voit, il commence à tâtonner avec la technologie du Bolshoi dans le monde réel. Et un des personnages le dit un moment, alors pour le coup dans le tout premier tome, elle dit le Bolshoi c'est un peu notre cours d'entraînement, c'est un peu l'image des rêves de l'humanité. Le Bolshoi c'est ce qu'on voudrait atteindre, c'est pouvoir visiter le système solaire, visiter l'espace. Et en revanche, dans la réalité, ça va aller beaucoup plus lentement et ça va être beaucoup plus frustrant, parce que dans le tome 3, on voit que même s'ils ont réussi à construire un portail, il est vraiment très petit, et ils arrivent à faire passer un petit robot, mais ils savent même pas si les humains pourront passer un jour. Et je voulais garder cet aspect qu'on a aujourd'hui, où on vit dans un monde de science-fiction. Je suis littéralement en train de parler à des gens dans une petite boîte en plastique posée sur un bureau. Tu vois, si on se plaçait au Moyen-Âge, là, on serait en train de faire de la magie. On peut parler à quelqu'un à l'autre bout du monde en temps réel. On vit déjà dans un monde de science-fiction. On a des soleils artificiels à l'intérieur de nos maisons. On ne vit plus dans le noir. Enfin, tu vois, on oublie. Au bout d'un moment, la technologie, quand elle est acquise, elle devient naturelle. Et je voulais que dans le Bolshoi, ça soit un peu pareil. Ils ont des technologies de dingue, mais ils continuent à rêver à quelque chose de mieux. Voilà, pardon, c'était très long. Très très long. C'était très bien. Merci. Mais t'as aussi quand même... justement, on va poursuivre là-dessus. T'as quand même aussi... Moi, j'ai du mal quand j'ai lu, si tu veux, à savoir si c'était bien ou pas bien. Tu vois, enfin, pas au niveau qualité, je veux dire au niveau de du message que tu mets là-dedans. C'est-à-dire qu'on voit l'héroïne qui se perd en fait dans ce monde-là, son mec qui lui dit c'est qu'un jeu vidéo, arrête de prendre ça trop au sérieux. À côté, il y a un truc par rapport à Tron aussi, parce qu'il y a quand même un élément qui quelque part a l'air de venir de Tron Legacy, tu vois, avec je sais pas si on peut spoiler le tome 3, mais bref, il y a une découverte qui fait que justement on se pose la question de la virtualité de ce virtuel entre guillemets. Et en même temps, on voit justement, c'est peut-être un propos par rapport à l'addiction aux jeux vidéo, au monde virtuel, etc., que peu à peu, on peut confondre cette virtualité-là pour en fait un réel potentiel, quoi. Alors, moi, c'est plutôt, c'est comme si tu me posais la question, est-ce que Internet est bien ou pas bien ? Je veux dire, Internet, c'est bien, il y a du commerce, tu peux parler à des gens à l'autre bout du monde, tu peux faire des rencontres merveilleuses, tu peux jouer en ligne. Internet, c'est pas bien, il y a des trolls, il y a du harcèlement, il y a du Bitcoin, il y a du hentai porn. Et puis Internet, en même temps, c'est bien, tu peux avoir accès à toutes sortes de cultures, il y a du hentai porn. C'est ce que j'allais dire. Tu peux parler à tes amis. Enfin, voilà, tu vois. C'est pas bien. Pour moi, le Bolshoi n'est pas bon ou mauvais. Et chacun va y projeter son échelle de valeur. Tu parlais justement de la découverte dans le tome 3. Marge, l'héroïne part tête baissée en disant il faut sauver ça, c'est merveilleux, c'est l'avenir. Et tu as Koshka, pour moi, qui est pas un méchant personnage, qui est juste quelqu'un qui a une échelle de valeur différente, et il dit c'est qu'un jeu, il faut qu'on arrête. Il y a des gens réels dans le monde réel qui souffrent. Et d'ailleurs, on le voit lui essayer d'aider les gens dans le monde réel.
alors que Marge, elle est extrêmement égoïste. Elle cause. On dit que c'est l'héroïne, mais à côté de ça, elle cause des crashs monétaires internationaux. Et elle reste l'héroïne, la gentille, alors que Koshka, lui, c'est celui qui ramasse les morceaux derrière, qui essaye de reconstruire des trucs, de sauver des gens dans le monde réel, mais on le présente comme le méchant parce que dans le monde virtuel, il en a rien à battre. Tu vois, je voulais qu'il y ait cette ambiguïté. Je voulais qu'il y ait cette ambiguïté de se dire, non, c'est pas qu'il y a des bons et il y a des méchants, il y a des échelles de valeurs différentes, et selon votre échelle de valeur, vous allez dire, lui, c'est le gentil et elle, c'est la méchante, ou elle, c'est la gentille et lui, c'est le méchant, tu vois? Ouais. Par rapport à tout ça, justement, en termes d'ambiance graphique, je trouve que c'est intéressant parce que on est quand même dans une grande saga de science-fiction. Enfin, je veux dire, c'est à très grande échelle. On a de la variété d'environnement. D'ailleurs, dans le tome 3, on a un truc qui n'a vraiment plus rien à voir. Et pourtant, on est toujours sur des couleurs assez descendues, des palettes un peu pastel, du bleu, du rose, du orangé, qui, je trouve, rend tout ça très doux, très confortable, en fait, à la lecture. Alors que ce qui s'y passe, c'est quand même assez grave. On a des batailles, on a un syndrome de l'enfermement, de la dépression, etc. Et pourtant, ça reste comme ça dans cette espèce de côté un peu magazine Tatsunoko, on va dire, que je trouve très agréable à l'œil, quoi. Ben, je voulais vraiment pas faire de couleurs étiquetées science-fiction, donc des couleurs froides et grises, bleues ou vertes, donc soit Matrix, soit Halo, etc. J'ai voulu faire des couleurs chaleureuses, justement. Vu que le trait représente du métal, des vaisseaux, la couleur a pas besoin de redire ça, en fait. Et un vaisseau, même s'il est rose, ça reste un vaisseau spatial. Et au-delà de ça, ce que je voulais, c'était une unité graphique qui relie tous les univers, parce que justement, c'est comme Internet, donc c'est très divers. Et le Bolshoi est très divers, donc il y a un peu de Heroic Fantasy, il y a un peu de SF, il y a un peu de monde réel. Il y a le monde réel et le monde du Bolshoi. Et je voulais pas que ça fasse melting pot, je voulais que tout soit du même univers. Donc j'ai tout traité de la même façon. Donc le passage Heroic Fantasy avec des trolls, avec des gobelins, avec des dragons, des chevaux, et le passage base spatiale, garage où on construit un vaisseau gigantesque, je l'ai traité vraiment de la même façon. Et la couleur me sert à unifier l'ensemble. Et au bout du 3e tome, je me suis rendu compte, en discutant avec le coloriste, qu'il y avait une patte Bolshoi, en fait. Il y avait un style de couleur, donc à la fois de dessin, mais aussi un style de colorisation Bolshoi. Et qu'il fallait que je le colorie d'une certaine façon pour que ça fasse Bolshoi. Et je me suis retrouvé souvent, quand j'ajustais les couleurs à la fin, à me dire, ah, là c'est Bolshoi, ça c'est pas encore assez Bolshoi. Et donc et quel que soit le moment de la BD, hein, que ce soit en IRL, que ce soit en Heroic Fantasy ou SF et tout, quoi. Il me fallait un truc unifié, la couleur unifie, en fait. Il faut que la couleur, c'est déjà assez pénible à faire. Il faut qu'elle ait un rôle narratif, en fait. Et la couleur, pour moi, elle unifie tout. Et j'aime bien, et ce que j'aime beaucoup dans le manga, c'est la constance du dessin et la constance du trait que tient un auteur de manga tout du long, en fait. Pour représenter un truc genre une tasse de café en gros plan ou une bataille spatiale, c'est virtuose dans les deux cas. Et j'ai essayé de d'élever mon jeu et que tout soit plaisant à l'œil, même le truc le plus insignifiant. Je trouve que quand même si tu essaies d'unifier le tout, que tu as quand même une sorte de variation entre tes personnages avec une approche plus assez animation, assez manga, et quand même une partie de décor, et notamment sur l'envergure spatiale qui est presque photoréaliste. Et ça, c'était pas un problème pour toi de mêler au final deux styles pour moi qui me semblent assez radicalement différents? Non, pas du tout. Une nouvelle fois, je reviens à Masamune Shirow qui par rapport à Otomo a une stylisation des personnages plus classique au niveau des grands yeux, de la forme du visage, le nez qui est juste un point, etc. Alors que Otomo a un style beaucoup plus réaliste dans ses personnages. Les nez sont plus dessinés, les yeux sont plus fins, etc. Et mêler les deux, en ce moment par exemple, il y a l'exposition Mizuki à Angoulême qui dit bien ça, en fait. C'est-à-dire que Mizuki voulait être artiste peintre, donc il a une virtuosité, une capacité technique complètement folle, mais en même temps il prend aussi, donc il fait du photoréalisme, mais il fait du Tezuka aussi avec des gros bonhommes avec des gros yeux, et en 3 traits il te fait un perso sur un feuillage hyper réaliste, quoi. Et ça fonctionne. Ça fait 1 + 1, ça fait une image cohérente. Et moi j'aime bien ça, en fait. Et effectivement j'adore la perspective. Donc une de mes influences qui se voit pas, c'est les débuts de la perspective à la Renaissance. Enfin, dans mon école, je donne des cours sur l'histoire de la perspective, et je suis fasciné par les premiers tableaux qui découvrent la perspective, qui la théorisent.
Et moi, il faut qu'un espace il soit tangible en fait. Donc ce que j'aime, c'est les points de fuite, les doubles points de fuite. Et j'aime bien un espace solide dans lequel le personnage, il faut une structure vraiment très dure, qu'on sente le poids, l'espace, le côté enveloppant. Et c'est pour ça qu'après, je peux faire des couleurs rose pêche parce que la structure du dessin est vraiment solide, quoi. Et en termes de chara design, t'avais carte blanche pour créer tous les personnages, pour créer Marge, Nana, pour connaître ça, ou c'est pas complètement. Boulet Pas un peu directeur, ça s'est passé, vous avez fait comment? Non. Colin et le copain de Marge est un corgi, donc j'ai fait un corgi. Le personnage d'Amélie était c'est le plus designé en fait. Il m'avait fait une fiche personnage, Gilles, parce que je sais pas, non, je vais pas raconter l'histoire d'Amélie. Je sais pas si on peut la raconter parce que non, c'est un peu un spoiler, mais j'avais des idées assez précises sur la tenue du personnage parce que je voulais que déjà j'avais une image mentale très précise de ce personnage. Je voulais qu'elle ressemble un petit peu à C18, tu sais, dans Dragon Ball. Et je voulais qu'elle ait, parce que C18 est un androïde, et donc, tu vois, ça donnait un indice. Et il y avait aussi l'aspect, il y avait aussi, je m'étais inspiré aussi de l'actrice, la blonde, là, qui est dans Mr. Robot, j'ai oublié son nom. J'ai pas vu Mr. Robot. Et enfin voilà, quelquefois j'ai des images, tu sais, quelquefois quand j'imagine un personnage, personnellement, moi j'ai un acteur ou une actrice qui me vient en tête où je me dis, ah, je voudrais quelqu'un de ce type-là, tu vois. Et donc là, j'avais envoyé les indications à Sen qui a presque tout gardé. Moi, j'avais mis des petits détails. Je voulais que le personnage ait des détails un peu off. C'est comme quelqu'un qui imiterait le vivant sans vraiment le comprendre. Donc, elle portait un kimono avec des leggings et elle avait des tatouages sur sa peau. Et il fallait que les tatouages, et il fallait que les tatouages se continuent sur les vêtements. Comme si, tu vois, c'était quelqu'un qui avait vu le tatouage comme un skin de jeu vidéo et qu'il avait mis sur sa peau et ça se poursuit sur les vêtements parce que il voit pas la différence, en fait, fondamentale entre les deux. Et il fallait aussi qu'elle comprenne pas forcément la notion de bon goût. Et donc, elle avait un kimono et elle avait des moon boots. Et ça a été un trigger pour Asen. Et il a refusé de mettre les moon boots. Donc, j'étais un peu en colère. Et voilà. Mais il y a certains personnages comme ça, j'avais insisté sur comment il devait être. Je voulais qu'on ait quand même un cast assez diversifié. Je voulais pas que ça soit c'est du jeu vidéo, donc on va mettre des geeks. Ça m'aurait vraiment énervé. Donc c'est pour ça que je voulais que ça soit des filles, enfin des femmes qui explorent ça, parce que encore une fois, je voulais que le Bolshoi, ça soit un peu comme Internet. C'est pas un truc qui est réservé à un genre, voilà, ou à un groupe, tu vois. C'est vraiment tout le monde l'utilise. Et voilà. Donc je lui donne quelquefois des indications, du genre je veux que tel personnage soit plutôt un petit gros, tel personnage ça soit un grand maigre, tel personnage doit être de telle ethnie, doit avoir telle tête. Mais sinon, il a quand même liberté totale et quelquefois il a même changé. Moi, j'avais mis des personnages garçons qui sont devenus des femmes, etc. Enfin voilà, je le laisse faire un peu ce qu'il veut. Ouais. Et tu te sens libre alors, c'est ça? Oui, voilà. Par exemple, le personnage de Mitch, j'ai changé son genre dans la vraie vie. C'était censé être un mec. Et je trouvais que dans le storyboard, c'est un peu un complice de Koshka et ils discutent et j'arrivais pas trop à les différencier. Donc je me suis dit, je vais en faire une fille, ça va être plus simple. Mais qui continue à s'appeler Mitch, qui est plutôt un prénom de garçon. Et dans le Bolshoi, c'est une espèce, c'est un humain, un garçon un peu bizarre, mais c'est un homme. Donc il change de genre d'un monde à l'autre. Mais c'est pas. Je trouve que ce que moi j'aime beaucoup avec l'approche de Boulet et ce qu'on fait avec Bolshoi, c'est que on dépasse le cliché de on est absolument quelqu'un d'autre dans l'autre vie. Donc on est ce qu'on aimerait être, genre une version de soi idéalisée. Marge et Dana, elles sont pas si différentes dans le Bolshoi que dans la vraie vie. Et pour moi, ça arrive à un niveau de l'histoire où on a dépassé un peu ce truc-là, quoi. Ouais, moi, je voulais qu'effectivement les avatars aient un côté, on ait une sorte de représentation de leur psyché. Et Colin, il va se révéler être l'ami fidèle, tu sais, limite l'amoureux transi au pied de Marge pendant toute la série d'albums, même s'il peut mordre, tu vois. Et donc le fait qu'il soit un petit chien,
pour moi c'était vraiment parfait quoi. Tu vois, Colin pour moi c'était le petit chien de Marge. Et puis finalement il va trouver un autre maître au bout d'un moment. Mais et son ami, je voulais que ça soit comme ça une femme assez grosse, assez rassurante et jolie. Et donc dans sa version Bolchoï, elle devient cette espèce de personnage à la chevelure exubérante avec des étoiles partout sur le corps. Moi j'avais une inspiration, c'était Rose dans Steven Universe. C'est la maman de Steven dans Steven Universe, et c'est cette espèce de très grande femme avec une énorme chevelure rose, et j'imaginais bien Soraya avoir cette tête-là dans le Bolchoï. Comme Lady Dimitrescu dans Resident Evil 8. Hein Comme Lady Dimitrescu dans Resident Evil 8, la très très grande dame qui te projette, tu l'as pas fait? Non, désolé, c'est aussi j'ai pas une la ref. femme immense et qui a été le king d'énormément de joueurs aussi à cause de sa stature très impressionnante. Oui, tu peux. Ouais, non, juste un truc. Je réfléchis depuis tout à l'heure, je vous écoute. Dans ce côté, vouloir casser justement les mécaniques sur la réalité virtuelle, je me posais juste la question, est-ce qu'il y a des comparaisons qu'on vous fait, parce que c'est quand même aussi un terrain de fiction qui est de plus en plus abordé, des comparaisons qui vous agacent justement dans ce côté, c'est une œuvre de geek, donc voilà une œuvre de geek sur laquelle on pourrait être accroché pour la mesurer, quoi. Moi j'avais très peur de ça, j'avais très peur qu'on soit catalogué geek. Quand j'ai lancé cette série, c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais pas la dessiner moi-même. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles je voulais pas la dessiner moi-même. Déjà, j'avais peur que mon trait fasse quelque chose connoté humour et que les gens s'attendent à rigoler en lisant Bolchoï et ils soient là, oh mais c'est de la SF. Donc je voulais que ce soit quelqu'un d'autre qui le dessine. Il y avait aussi les pages où j'avais écrit 1 million de vaisseaux. Et je me suis dit, c'est quelqu'un d'autre qui va dessiner ça. Mais il y avait aussi le côté, moi je gardais cette image un peu de geek de l'époque des blogs, etc. Mec qui se fait connaître sur Internet et tout. Et je voulais pas amener cette espèce de réputation dans l'album. Et moi j'ai déjà eu un peu comme ça, des agacements. On a eu une interview il y a 2 ans quand on présentait le tome 2. Et il y a un journaliste qui est arrivé, il a allumé son micro et il a fait, aujourd'hui on va parler de Bolchoï Arena. Donc première question, Boulet, des femmes? Et tu sais, puis là c'est vraiment, tu sais pas quoi répondre quoi. Et donc j'ai fait tout un speech pour expliquer, oui on voulait. Et là maintenant moi je suis un petit peu rassuré, je sais pas si ça t'a fait pareil, mais vraiment je trouve qu'on a un public assez mixte. Oui. Dans les files d'attente, on n'a pas que des fans de SF hardcore qui viennent, on a vraiment pratiquement autant de femmes que d'hommes qui viennent viennent nous demander des signatures sur les albums. Donc j'espère vraiment qu'on a réussi à faire quelque chose qui n'est, pour moi c'est pas le Bolchoï, c'est pas c'est un truc qui est, c'est un miroir déformant, c'est la SF, les genres sont souvent des miroirs déformants du vrai monde, et très souvent quand on fait de la fantasy on parle du monde réel mais avec un filtre déformant, et là pour moi la SF était un filtre déformant, mais on essaye vraiment de parler finalement de questions que tout le monde se pose et pas seulement les geeks. On voulait pas du fan service, on fait pas Bolchoï Arena pour vous dire émerveillez-vous avec nous de découvrir des nouvelles planètes. On essaye d'avoir une attache au réel à travers un filtre. C'est même assez proche du réel finalement. Enfin, il y a plein de trucs qui sont déjà d'actualité aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, c'est une des questions que je voulais te poser, c'est que tu disais c'est comme Internet, mais si on reste spécifiquement sur le côté réalité virtuelle, quand vous l'avez créé, c'était en 2018, 2017 quand tu l'as écrit le premier draft. 2013. Ouais. Tu vois, à l'époque il y avait pas encore Meta, c'était le début de l'Oculus Rift. Aujourd'hui on te parle d'univers virtuel, même de jeux vidéo. Il y a Ubisoft qui a lancé une première vague de NFT que tu pouvais justement faire de l'économie circulaire et capitaliser dans un jeu vidéo, ce qui existait déjà un peu à l'époque avec les Gold Farmers et tout, mais c'était encore assez restreint. Est-ce que tu as l'impression toi-même d'être l'algorithme du Bolchoï Arena qui voit entre guillemets comment ces technologies-là vont finir par nous envahir entre guillemets? Alors j'avais envie qu'il y a un côté un peu difficile, c'est toujours extrêmement casse-gueule de prédire l'avenir. Je crois que le pire c'est les films des années 80 qui essayent de prédire les années 2000 et qui font des voitures volantes mais qui font pas internet, tu sais, et où c'est l'avenir, il est jamais là où tu l'attends en fait. Et donc moi je voulais pas jouer les Cassandres et tenter ma chance avec une prédiction de l'avenir. Il y a des trucs où je pense que très souvent la SF se plante et que moi et sur lesquels j'avais pas envie de me planter moi. Notamment quand on en avait discuté avec Assen, j'ai dit par exemple l'action se passe à Paris. On peut faire que le mobilier urbain, les infrastructures du genre les bus, les voitures automatiques, tout ça c'est possible.
En revanche, je pense pas que même dans 200 ans, on va raser le Panthéon pour mettre des immeubles en verre, tu vois. Donc on fait pas une cité futuriste de Paris, on fait le Paris conservé, le Paris haussmannien. Le Grand Paris. Le Grand Paris. Il y a toutes les lignes de métro du Grand C'est Paris. ça. Et si tu rajoutes des immeubles, il faut les rajouter loin à l'horizon parce qu'ils sont vers la Défense et ils sont ailleurs. Je pense pas que quelqu'un va construire une autre tour Montparnasse au pied de Notre-Dame, tu vois. Donc on fait gaffe à ça. Et aussi, je voulais pas que ça soit un futur sombre et déprimant, tu sais, à la Blade Runner où les gens marchent sous la pluie avec des parapluies en néon. Je pense pas qu'on aille vers ça. Je pense que toujours il y aura des gens riches, il y aura des gens pauvres, il y aura des inégalités, il y aura des combats, mais il y aura quand même des gens qui iront en terrasse et qui rigoleront. C'est pas parce qu'on aura des écrans géants dans le ciel que tout à coup les gens arrêteront d'avoir envie de prendre une bière. Et donc je voulais arriver à trouver une espèce d'équilibre comme ça entre les deux, faire un futur qui me paraisse crédible parce que non pas parce que il ressemble à notre présent, mais parce que les gens ressemblent aux gens. Tu vois, ils continuent à se comporter comme des gens réels. Ils ont pas envie d'être en pyjama uniforme et de marcher dans des vaisseaux en métal poli. Tu vois, ils ont envie d'avoir des vêtements variés. Ils ont envie de rencontrer des gens. Ils ont envie d'aller sur des sites porno. Je sais pas pourquoi je montre Assen. Je me suis tourné naturellement vers Assen en disant ça. Mais voilà, pas filmé. Ça reste des gens. Et d'ailleurs, c'est tout le débat du tome 3, c'est-à-dire qu'ils essayent de convaincre des gens de pas se comporter comme des internautes. C'est-à-dire, il y a un truc à préserver et tous les internautes veulent juste jouer à leur jeu et ils en ont rien à branler. Et tu vois, c'est vraiment, pour moi, le 3, c'est comme quand tu essayes d'arrêter des trolls sur Internet, tu sais. T'as beau faire la morale, dire, écoutez, c'est pas cool de harceler quelqu'un, t'auras toujours 250 personnes, 2000 personnes qui vont envoyer des messages d'insultes à la personne qu'ils aiment pas. Et donc là, dans le Bolshoi, on se retrouve avec le même phénomène, sauf que c'est des vaisseaux armés de canons et de choses comme ça, et où tu as des personnages qui leur disent, vous pouvez le faire, vous êtes libre de le faire, vous avez tous les moyens de le faire, ne le faites pas. Et je trouvais, voilà, que comme ça effectivement, on retrouvait des parallèles avec le monde actuel. Comment on gère un peu parce que pour moi Bolshoi Arena c'est une bande dessinée univers en fait, c'est-à-dire que non seulement t'as de côté des personnages que tu dois faire vivre, mais t'as tout un univers et des concepts à présenter. Comment on préserve l'équilibre en fait entre la description de cet univers et des concepts que tu veux faire évoluer dedans et la progression aussi de tes personnages, et même par rapport d'un point de vue graphique, par rapport au temps que tu prends dans ton découpage pour présenter des décors, des choses comme ça par rapport à ce qui se passe vraiment dans l'action. Comment vous gérez cet équilibre? Je sais pas si j'ai bien compris la question, mais moi j'essaye d'ajouter. Alors là, je vais parler de méthodologie de travail, mais par rapport à ce que me fournit Gilles, qui est très informatif, très pragmatique, j'essaye d'ajouter ma patte narrative, pas juste en dessin, mais aussi en mise en scène. Donc parfois, je vais glisser une petite case en plus pour contextualiser le lieu de l'action, par exemple. Ou par exemple, Gilles, son truc, c'est l'histoire qui lui compte le plus. Donc il va faire un dialogue entre Dana, par exemple, et Marge qu'on voit pas. Et elle est dans son salon et c'est une double page, elle est juste sur son canapé. Et moi j'ai dit comment je vais rendre ça un peu plus excitant, enfin forcer le message. Par exemple, je vais accentuer le fait qu'il y a des restes de pizza, que Dana, tout en téléphonant, elle fait comme nous en fait, elle débarrasse et donc elle va prendre son assiette vide, elle va aller dans sa cuisine, elle vide et là je fais un plan sur l'évier qui est rempli de vaisselle sale, ce qui souligne le côté investie dans sa mission, donc elle a plus le temps de faire la vaisselle. Et donc c'est un peu crado chez elle et elle continue à discuter avec Marge en faisant ça. Donc moi ça me fait dessiner des trucs un peu différents, ça me fait faire un peu de mise en scène et ça particularise la scène de dialogue en fait. Donc c'est une manière, je trouve, d'élargir l'univers aussi, de faire des petits trucs comme ça qui ont l'air de rien. Ça les ancre dans le réel, ça en fait plus des êtres humains que juste des personnages qui disent leurs lignes et qui font avancer l'histoire, quoi. Alors moi, la difficulté justement, ça a été que quand j'ai créé le Bolshoi, le concept de l'album, je me suis rendu compte que c'était infini en fait. C'était vraiment, c'est comme si tu dessinais la carte d'un royaume et que tu disais il y a un roi et des monstres. La question c'est, t'avais l'impression d'être en train d'écrire une histoire, mais non, t'étais en train de dresser un décor. Et maintenant, il faut raconter une histoire. Au début, moi, l'histoire, je voulais que ça soit l'histoire du Bolshoi, et je me suis rendu compte que c'était pas possible en fait, parce que ça serait tentaculaire. Il y a 1 million de choses à raconter. Et donc, je me suis dit que la meilleure solution, c'était de se focaliser
non pas sur l'univers lui-même, mais sur une trajectoire dans cet univers. C'est-à-dire, on va pas essayer d'expliquer aux gens comment fonctionne le Bolchoï, quels sont les différents tenants et aboutissants, comment il a évolué. On va prendre un personnage qui y connaît pas grand-chose et on va le suivre et on va découvrir avec elle. Et tout l'univers que ce soit le monde réel ou le Bolchoï, j'ai essayé de le faire comme ça, c'est-à-dire où on découvre et on accepte au fur et à mesure. Moi-même, je pense que je sais pas comment fonctionne exactement le Bolchoï. Tu vois, de la même façon que je sais pas comment fonctionne Internet complètement. Tu vois, je sais, ouais, il y a des serveurs, des trucs, des bits, des nodes, mais je sais pas comment ça marche. Tu vois, et je pourrais même dire la même chose du réseau électrique de la ville. Tu vois, je sais pas comment ça se passe quand les fils sont sous terre. Hein. Et ben voilà, là c'est pareil pour le Bolchoï. J'imagine comment le résultat s'exprimerait, mais pour le fonctionnement, je suis pas rentré trop dans les détails, mais j'essaye aussi de donner des indices, comme disait Hassen, de trucs qui soient pas lourdement expliqués. Tu vois, on voit un moment Marge aller étudier à la fac. Et du genre, elle prend des plaques transparentes qu'elle transfère sur une tablette et puis elle commence à bosser. Mais je voulais pas expliquer. Savez-vous que dans le futur, toutes les connaissances sont stockées sur des plaques de verre intelligentes qu'on peut connecter à son ordinateur. Tu vois, c'était pas le but. Et pareil, à un moment, il va pour la retrouver. Colin va pour la retrouver et il dit bon, je prends une bulle et j'arrive. Et il descend en bas de chez lui et il y a une voiture automatique en forme de bulle un peu qui le prend et qui le conduit ailleurs. Bon, je pense que les lecteurs sont pas cons, tu vois, ils comprennent que on est dans un futur où il y a des voitures automatiques. T'avais pas besoin de faire dire à un autre personnage oui, tu veux prendre ces bulles qui sont les nouveaux moyens. C'est très pratique. Ouais. Sais-tu que si tu prends une carte, elle peut t'amener n'importe où dans la ville et qu'elle est électrique. Ouais. Tu vois, enfin, et donc voilà. Et dans le Bolchoï, j'ai même été carrément plus loin puisque j'ai essayé d'imaginer des histoires parallèles d'autres personnages dont on entend quelquefois parler quand ils font des choses extraordinaires, parce que je voulais pas que ça soit comme Harry Potter, tu vois, où t'as l'impression qu'il y a un connard à lunettes qui arrive dans l'école et tout à coup toute la vie de l'école tourne autour de lui. Et tu sais, moi, je me dis comment c'était d'être un pouf souffle en première année quand Harry Potter était en troisième année, tu sais, et en fait, tu vois, t'as l'impression que tout à coup, il cristallise absolument tout ce qui se passe. Et je voulais que dans le Bolchoï, on comprenne qu'il y a des choses plus importantes qui se passent derrière. Et que Marge était un détail finalement. Et notamment, il y a un personnage invisible qui va rester, je pense, invisible pendant toute la BD, qui s'appelle Pania, qui est une des révolutionnaires qui dirige le groupe des Fennecs, qui sont un peu des anti-Bolchoï. Et on la voit pas. On entend vaguement parler d'elle un moment à la radio. Un moment, Marge se retrouve un peu dans les feux croisés parce que elle tombe au milieu d'une opération des Fennecs. Mais sinon, ils ont très peu d'interaction, voire pas du tout d'interaction. Mais c'est ce que j'allais dire. En ce moment, je sais pas si tu vois, mais il y a Jonathan Hickman, scénariste américain, qui fait un univers qui s'appelle 3 lunes, 3 mondes. Et en fait, c'est une sorte de galaxie de titres qui se passe dans un espace commun et fédéré où en fait t'as différentes séries que tu vas suivre avec pas de trame principale, pas un personnage qui guide tout, etc. De la même façon, on pourrait imaginer ça pour Bolchoï, et avec toute la richesse dont tu parles, que tu dis que c'est tentaculaire, encore une fois, que c'est infini. Est-ce que vous auriez des envies, je ne sais pas, une série sur des mecs qui font des courses sur Jupiter ou autre? Le problème des spin-offs, moi je trouve que c'est très bizarre de faire du genre 2 tomes d'un spin-off et d'arrêter, tu vois. Et donc, est-ce que j'ai envie après de me consacrer autant au Bolchoï? Moi, j'ai envie de raconter notre histoire principale qui est en 5 tomes. J'avais des envies pour 1 ou 2 spin-offs. J'avais des idées comme ça. Je me disais ça, j'aimerais vraiment bien le faire. Et on verra. Mais pour le moment, je veux vraiment pas y penser. Je veux me focaliser sur l'histoire principale. Et si un jour il doit y avoir des spin-offs, je les ferai. Mais pour le moment, je suis pas complètement sûr que j'ai l'énergie pour ça. Il y avait quand même quelque chose par rapport au fait que tu disais que c'était un concept infini à explorer, le Bolchoï, mais je trouve que déjà dans chacun des tomes, en fait, il y a quand même un axe qui est plutôt développé, donc qui était un peu sur la découverte, le fait d'être prisonnier et après le développement de ce que le Bolchoï peut réussir à créer. Et même là-dedans, en fait, je trouvais que le 2e tome était super sombre, en fait, dans ce dont quoi ça parlait. Et je sais pas si c'est quelque chose que tu avais vraiment envie de développer avec le personnage de Marge, après un petit peu l'euphorie du 1er tome, et de faire on est dans Ready Player One, enfin on découvre un truc super sympa. Et puis d'un coup, en fait, on arrive sur des thématiques parce que du coup, je pense qu'on peut en parler, mais avec cette histoire que son corps se casse la gueule, en fait, parce qu'elle est prisonnière du Bolchoï. Est-ce que t'avais pas peur de
trop cassé l'ambiance quand même par rapport à ton au premier album? Non, non, je pense qu'il va y avoir des moments dark dans Bolshoi. Déjà, il y en a un peu dans le 2 et le 3. C'est très difficile à doser ça parce que t'as beaucoup de BD, par exemple, moi je trouve qui tuent trop de monde. Tu vois, et pour de vrai, c'est un ressort scénaristique très facile de créer du drame en tuant des personnages. Et moi, je voulais que ça soit comme dans le vrai monde, c'est-à-dire que il n'y a pas de mort dans le Bolshoi. Mais si ça doit arriver, il faut que ça soit des événements extrêmement traumatisants. Ce qui va peut-être arriver, sans faire de gros spoilers du tome 3, mais on a des problématiques différentes dans le Bolshoi, etc. Et le tome 2, pour moi, c'était vraiment un épisode de transition. C'était le moment où le personnage va faire tous ses choix, va décider d'abandonner un monde pour se consacrer à l'autre. C'est un moment où les relations entre les personnages vont vraiment beaucoup se redéfinir. Et le tome 3, pour moi, finalement, c'est vraiment la continuité du tome 2. Mais dans le tome 2, il y a ce moment où il y a un personnage victime, cassé, qui a subi un événement traumatique. Je voulais pas que cet événement traumatique, ça soit du genre 2 pages plus tard, il se passe autre chose. J'ai vraiment consacré un tome entier sur comment Marge est détruite, mais quasiment jusqu'à sa base, et comment elle se reconstruit petit à petit et elle redevient autre chose et elle reprend son destin en main en quelque sorte. D'accord. Et par rapport à la poursuite de l'aventure sur les tomes 4 et 5, c'est déjà des choses que tu as déjà écrit ou tu sais jusqu'où tu vas aller? Est-ce que ça tu as déjà les storyboards aussi? Enfin, comment vous travaillez là-dessus? Non, j'ai pas encore les storyboards. Ouais. Gilles Siemi là, il a tout dans la tête. Mais moi je sais pas grand-chose pour l'instant. D'accord. Mais quoi, est-ce que tu disais au tout début que quand il te passait les storyboards, en fait, c'était genre par album alors qui te donnait ça? C'est pas le tome 2, je l'ai eu en entier du premier coup, je crois. Ouais, je me souviens plus. Le tome 1 et le tome 3, ça a été progressif. Le tome 1 vraiment en plusieurs parties, je crois, et le tome 3 en 2 parties. Mais je crois que le tome 2, j'ai vraiment eu tout d'un coup, il me semble. Le tome 2, non, tu l'as eu au contraire en plein de chapitres. Ah d'accord. Je te les envoyais toutes les 10 pages. Non, le tome 1, c'était compliqué parce que j'avais écrit, je pense, 60 pages du storyboard. Donc j'avais un tiers de l'album quasiment, un peu moins. Et non, c'est un tiers de l'album, c'est un peu plus d'un tiers de l'album. Et j'avais arrêté parce que je savais pas qui allait le dessiner, si j'allais le faire, etc. Et j'ai gardé ça dans un placard pendant très longtemps, pendant au moins 2 ans. Et puis je l'ai montré à Trondheim qui m'a dit non mais tu le finiras jamais si tu le fais pas maintenant. Donc trouve-toi c'était avant le salon du livre de Paris, il me dit si tu le fais pas parce que je lui disais je vais attendre de le finir et il me dit tu le finiras pas. Et il m'a dit arrête d'être un amateur. Tu vas voir tu trouves un dessinateur, tu fais 2 pages et tu le présentes à un éditeur. Et donc le lendemain au salon du livre de Paris, j'ai vu Hassen et je lui ai dit bon bah écoute, est-ce que tu veux le faire? Et on a lancé le projet comme ça, mais donc il a eu les 60 pages d'un coup. Et moi, j'ai dû me remettre à une histoire que j'avais laissée à l'abandon depuis plus de 2 ans. Donc le tome 1 a été très laborieux à mettre en route pour moi. Il a fallu que je me replonge dedans. Le tome 2 était fantastique. C'était des vacances de l'écrire. Je vivais à Los Angeles à ce moment-là et c'était pendant une vague de chaleur. Et donc le matin, j'avais un parc à 3 km de chez moi. Donc je marchais 3 km tous les matins. J'allais m'asseoir dans le parc sur une table et je dessinais le tome 2 de Bolshoi Arena. Et il y avait des écureuils qui venaient grimper sur la table et qui me regardaient dessiner. C'était dans un film Disney en fait. C'était La Belle au Bois dormant. Voilà. Une petite musique qui se mettait en route. Et le tome 3, il a fallu le faire au milieu des confinements et des trucs comme ça. Ça a été un peu plus laborieux, mais mais le tome 3 était beaucoup plus précis dans ma tête. Je savais où j'allais. Donc ça a été un petit peu plus, ça a été assez facile. Le tome 4 et 5, je l'ai encore pensé en une seule fois. Pour moi, c'était un ensemble, le tome 4 et 5. Et donc là, je suis en train d'essayer En fait, c'est un tome 4 part 1 et part 2, quoi. Comme les grands sagas. Ouais, pas tout à fait. Il y a vraiment une nette rupture, mais il faut quand même détricoter des trucs parce qu'il y a des trucs du tome 5 qui commencent dans le tome 4 etc. Et donc voilà, je sais où je vais. C'est ça la question. Mais dans ma tête, j'ai des points clés. C'est souvent comme ça que je travaille mes scénarios, c'est-à-dire j'ai l'idée de la trame générale, je sais qu'il se passe ça au début, ça à la fin, j'ai des moments forts, des espèces de vignettes clés comme ça dans la tête où je sais que à tel moment il faut qu'il y ait telle action qui se passe, et après je tricote entre les deux
Et il y a quelquefois des trames secondaires qui viennent renforcer ces trucs-là. Et donc, souvent, ce que j'écris, j'ai une feuille de papier où j'écris ma trame principale avec les différentes étapes. Et après, je fais des espèces de petits serpentins autour qui sont l'histoire de Colin, que fait Dana quand il se passe rien pour elle à ce moment-là, etc. Et je fais une sorte de câble comme ça, de tressage pour arriver jusqu'à la version finale. D'accord. Et d'un point de vue méthodologique, moi je veux savoir si tu dessinais dans l'ordre chronologique en fait, ou si tu prenais des bouts que tu composais. Alors oui, normalement je dessine de manière chronologique, donc de la page 1 à la page 160. Sauf pour le tome 3 que j'ai commencé pendant le tout premier confinement. Je devais le commencer, puis on a été confinés, ça m'a déprimé et j'ai pas été capable de le dessiner. Donc j'ai regardé des séries à la place. Et quand j'ai dû m'y mettre, je voulais pas commencer par la première page qui est une page d'émeute et de manifestations qui tournent mal à Paris, ça me déprimait. Et du coup, j'ai voulu dessiner quelque chose qui me plaisait. Et donc j'ai fait Marche sur sa planète toute seule, qui est dans la rivière. Et je m'imaginais comme elle, tout nu dans une rivière, avec des feuilles de palmier au-dessus de moi, tout calme, personne d'anxiogène autour de moi. Et du coup, j'ai vraiment commencé par ça pour une image cathartique. Et quand ça allait, j'ai fait 4, 5, 6, 7. Et après, je vais compléter quand même. Et après, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, après, je suis rentré. C'est la seule fois où j'ai pas été chronologique, en fait. Alors du coup, dernière question. Dans la scène de manifestation que tu évoquais, on a vu aussi les personnages porter des masques pour tromper la reconnaissance faciale, un truc qui est arrivé entre-temps, qu'on a beaucoup vu à Hong Kong justement. Alors du coup, moi ma question c'est, est-ce que tu t'inspires encore de ce qui arrive depuis le début de Bolshoi en technologie? Et surtout, est-ce que Anne Hidalgo est encore maire de Paris dans le futur de Bolshoi? Paris. Ça cache Bolshoi. Hashtag ça cache Bolshoi. Non, je pense que Anne Hidalgo est morte depuis plusieurs décennies dans l'univers du Bolshoi. Mais oui, il y a des éléments comme ça du monde réel qui quelquefois pop, et je me dis ça, il faut que je le mette dans le Bolshoi. Et le petit détail des masques pour tromper la reconnaissance faciale, ça m'a beaucoup marqué. Et un truc très con, quelqu'un m'avait envoyé une vidéo d'une imprimante pour marquer les barils, et j'ai jamais eu autant envie de posséder un objet. Tu sais, c'est une sorte d'énorme manette avec, alors à mon avis ça doit coûter une blinde en encre, mais qui remplissent d'encre. Et tu programmes ce que ça doit écrire, et après tu le promènes le long du baril comme ça, et ça imprime ton texte. Ça a des petites roulettes, tu sais, et puis tu peux le faire rouler sur un mur ou sur un baril, et tu peux imprimer comme ça ton texte en lui faisant faire des courbes et tout. Et je me suis dit, c'est magique. Et j'ai mis ça dans le Bolshoi où il tag avec ça. Soraya a un appareil comme ça, et elle tag les murs avec cette espèce de manette à roulettes qui imprime. Et ça, c'est vraiment un détail, c'est genre un mème sur Internet qui s'est retrouvé dans l'histoire finale, quoi. Mais oui, après, il y a aussi des petits détails que je voulais pas. C'était, le thème de la réalité virtuelle a été beaucoup exploité ces dernières années par beaucoup de gens. Il y a notre ami Thomas Caden, d'ailleurs, qui fait une très chouette BD qui s'appelle Half-Life, qui parle beaucoup plus de porn en plus. Donc, si vous avez aimé cet aspect dans Bolshoi Arena, achetez Half-Life, qui est très très intelligent et beaucoup plus horny que nous. Mais il y a eu les Matrix avant nous, il y a eu Existence, des choses comme ça. Et je voulais justement éviter de tomber dans ces travers de réalité virtuelle qui commence à avoir ses propres mèmes, tu sais, ses propres clichés. Notamment, par exemple, je voulais pas que dans le monde du Bolshoi, pratiquement personne ne confond le monde réel et le Bolshoi. Il y a jamais un moment où le personnage, tu sais, se dit « Oh, je suis dans le Bolshoi ». Non, c'est la réalité, tu vois. On a mis plein de petits indices comme ça, et on parlait des non-dits tout à l'heure dans le scénario. Par exemple, pour moi, il y a une sorte de loi dans le monde réel qui est on n'utilise pas le logo du Bolshoi, ni sur des vêtements, ni sur des objets, parce qu'on veut rappeler aux gens en permanence qu'ils sont dans le monde réel, alors que dans le Bolshoi, c'est le contraire. On met le logo Bolshoi partout pour rappeler aux gens qui sont dans le Bolshoi. Donc très souvent dans Bolshoi Arena, si vous regardez les arrière-plans, vous avez des indices assez forts qui vous disent si vous êtes dans le Bolshoi ou non. Si vous voyez que tout le monde a des logos Bolshoi sur les t-shirts ou sur ses chaussures ou sur sa tasse, c'est probablement que vous êtes dans le Bolshoi.
Ok, très bien. Écoutez, Boulet Hassen, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous pour discuter donc de Bolshoi Arena. Donc c'est 3 tomes disponibles chez Delcourt et on vous encourage à aller découvrir cette bande dessinée. On vous rappelle que si vous appréciez le travail que nous faisons avec Super Friends, vous pouvez partager ce podcast pour faire découvrir également les auteurs et leurs travaux. Et puis tout simplement, nous avons une page Tipeee ouverte sur laquelle vous pouvez contribuer à pérenniser notre podcast. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Au revoir. Salut. C'est la fin de ce podcast. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, partagez-le sur vos réseaux et lâchez un petit pouce. Ça fait toujours plaisir.